Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17e épisode d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Androtech, c'est le fruit de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv que vous allez très bientôt retrouver sur vos petits écrans tactiles, et les grands aussi. On se retrouve tout de suite pour vous présenter toute l'équipe. Cette semaine dans Androtech, quelques nouveautés non plus chez HTC, dont la M8 arrive dans le commerce, mais chez Nvidia qui annonce déjà sa nouvelle génération de processeurs. Nous parlions la semaine dernière d'ampoules connectées, et bien LG n'est plus seul sur le terrain, puisqu'il vient d'être rejoint par son concurrent de toujours, Samsung. Et pour notre test du jour, nous ne chercherons pas très loin puisqu'il nous emmènera vers Nvidia, dont la Tegra Note 7, signée Gigabyte, arrivera très prochainement en France. Que vaut cette tablette sous Tegra 4? Nous la passerons ensemble à la loupe. Et si nous n'avons pas évoqué le rachat d'Oculus Rift dans notre rubrique Actualité, nous en parlerons dans le débat qui occupera cet épisode. La réalité virtuelle, est-ce l'enjeu de demain? La nouvelle étape des technologies d'avenir? Nous en discuterons avec un spécialiste de la question, Greg Madison. Nous nous quitterons comme toujours sur les applications de la semaine. D'ici là, bonne émission à tous. Et pour animer cette émission, j'ai avec moi toute une équipe de passionnés, à commencer par Laure Renoir, notre responsable éditorial. Moi j'étais à Londres la semaine dernière, mais c'est bon, là je reste, je suis là physiquement. Également à côté, Baptiste qui animait l'émission la semaine dernière. Eh bah oui, présent comme chaque semaine. Et Pod. Greg Pod. Non, c'est notre invité Greg Madison, qui est un designer d'interaction et IHM innovante. Tu peux nous expliquer ce que c'est IHM innovante? IHM innovante, c'est interface homme-machine, c'est-à-dire donc toutes les interactions qui se font généralement avec l'ordinateur ou à l'extérieur de l'ordinateur. Parce que comme vous allez voir, vous avez entendu dans le sommaire, on va parler réalité virtuelle et justement tu es un expert. Et puis tu as été magicien par le passé, on a dit. Justement, c'est un peu mon expertise, c'est que généralement tout ce que je crée c'est en rapport avec la perception, étant donné que j'ai été magicien, et c'est sous cet œil-là que je crée mes interactions. Ok, très bien. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et c'est parti pour l'actualité de la semaine. On vous a déniché 4 actualités et vous allez voir que la première c'est... Ah, elle est tip top, hein. La nouvelle génération de processeurs de chez Nvidia, qui nous avait parlé de son K1 au CES en janvier dernier. Le K1, pour rappel, c'était une version 32 bits et une version 64 bits qui arrivera en fin d'année. Et à l'occasion de leur conférence de la semaine dernière, ils nous ont présenté ce qui va suivre. Et c'est toi qui y étais. Et effectivement, j'étais à San José pour la conférence GPU, qui a lieu chaque année. Ils invitent tous leurs partenaires et ils ont présenté la prochaine génération qui va s'appeler Arista. Arista, pour la petite info, c'est le nom du fils de Wolverine. Et ils donnent. Donc ils continuent sur les super-héros. Ils avaient Kael qui était le vrai nom. Ouais, Kael. Il y avait. Ils ont un petit problème avec les super-héros quand même chez voilà, il y avait plein de noms de super-héros de comics. Hein. Et donc Arista a la particularité d'avoir, on ne sait pas grand-chose, mais on suppose qu'il y aura le CPU Denver qu'on retrouvait sur le K1 64 bits, donc leur CPU maison. Et on va retrouver le nouveau GPU Maxwell, qui est le GPU qu'on retrouve sur les cartes graphiques, et qui a priori devrait être pas mal puissant, sachant que le dernier GPU Kepler sur le K1 avait 192 cœurs graphiques. Donc là, on ne sait pas combien il va y avoir de cœurs graphiques. Donc Nvidia, finalement, ils continuent leur positionnement sur des processeurs qui sont efficaces sur le jeu, en termes de graphisme. C'est leur positionnement, c'est le jeu vidéo. On va en parler parce que, comme vous avez pu voir dans le sommaire, on va tester la Note 7 qui est sur du Tegra 4 et qui est déjà pas mal en termes de la graphique. question c'est quels seront les produits qui intégreront donc ces processeurs magnifiques qu'on nous présente régulièrement et qu'on attend souvent. Et ça, on va pouvoir en parler dans le test. La seconde actualité, Laure, c'est... Ah, c'est lui. C'est mon petit Nokia X qui vient juste d'arriver. Ouais, mais le mien est plus joli, je préfère en rouge. Le Nokia X, ceux qui ont suivi le Mobile World Congress le connaissent, c'est le premier Nokia avec Android à l'intérieur. C'est Nokia X Platform, c'est pas tout à fait de l'Android, c'est une version un peu modifiée. Alors le prix? Le prix, 100 €. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le positionnement de Nokia quand même. C'est moins de 100 €, non? Non, en fait, il est à 119 € en précommande et il y a 20 € remboursés. Attention, subtilité. Ah, c'est l'ODR. Donc, il est sous la barre psychologique des 100 €. Les caractéristiques ne sont pas exceptionnelles. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 4 pouces. Je ne vais même pas dire la définition, comme ça vous aurez la surprise. Il est un peu épais. Vous inquiétez pas, on peut quand même voir les pixels à l'écran. Oh, c'est du 480 par 800. Il a un processeur double cœur à 1 GHz, voilà, 512 Mb de RAM, c'est pas une bête de course, c'est pas le but, mais voilà, on a le design et la finition Nokia avec de l'Android à l'intérieur et on va le tester
On vous dira tout ça la semaine prochaine. Effectivement, ça va sûrement être le test de la semaine prochaine, sauf grosse surprise. Les téléphones qu'on attend et que vous attendez tous. La troisième actualité de la semaine, c'est... Tu pensais gros test, tu pensais Samsung, et bien Samsung, ils n'ont pas que le Galaxy S5 en stock, ils ont aussi des ampoules. Donc on en parlait la semaine dernière, voilà, on n'était pas là pour en parler. Avec une annonce LG sur de la petite domotique, c'est-à-dire on quitte le monde de l'électroménager avec des fours et des frigos connectés, et là on entre dans la petite domotique avec des prises, des ampoules, etc. qui vont être commandables. Aujourd'hui, il y a Philips qui se faisait très plaisir sur les prix avec la U, ouais. Voilà, et là, sans grande concurrence. Il y a de la concurrence. Alors Samsung n'a pas encore indiqué de prix, donc ça s'appelle Smart Bulb. C'est le même principe, c'est de la lampe LED Bluetooth. J'espère pour eux que ce sera dans les 30 €, ce qui a l'air d'être le prix à peu près standard pour ce type d'appareil. C'est de l'ampoule standard, hein, c'est de la LED qu'on peut régler à distance. Normalement, ça a une durée de vie d'une dizaine d'années, selon bien sûr les chiffres annoncés. Ça devrait être assez sympa à avoir dans sa maison, comme ça on télécommande tout avec son smartphone. Ça te donne envie, Greg, une ampoule à contrôler à distance? Oh bah oui, c'est toujours sympathique pour pouvoir avoir des scénarios un peu... C'est ce que proposait Philips, des ambiances. Oui. Bah, typiquement, quand tu rentres chez toi et que tu veux te mater un film, tu passes en ambiance voilà, normalement, on pourra régler l'intensité de la lumière. Alors, ce qui serait sympa de savoir, c'est est-ce que ça peut marcher justement avec les téléviseurs combinés justement avec le... Les Ambilight. Exactement. Je pense que ça va être le cas. En tout cas, il faudrait qu'on se renseigne, mais c'est vrai que c'est... On commence à voir apparaître des kits do-it-yourself qui permettent de transformer n'importe quel téléviseur. Tu pourras nous en parler la semaine prochaine dans la séquence startup. Voilà, ça n'a pas de séquence startup cette semaine, mais voilà. La semaine prochaine, on pourra en parler. Peut-être. On verra si on a des projets à présenter. La quatrième actualité, c'est... La stabilité des versions Android. Ouais, j'ai vu cette étude, elle est un peu folle quand même. Je m'attendais pas à ce genre de chiffres. Tu nous en parles, Laure? En fait, c'est logique, hein, finalement. Alors, je suis méchant, mais... Alors toi, tu veux troller. C'est quoi la version Android la plus stable? La plus stable, c'est la dernière, c'est KitKat. Alors, on la voit en gros derrière toi, hein. Avec 0,7% de crash dans 0,7% de crash. Donc c'est pas beaucoup. La moins stable, ce serait Gingerbread avec 1,7%. Gingerbread, c'était quel numéro? Tu vas me poser des cols. 2,3. Donc elle commence à dater un petit peu. Effectivement, elle date. C'est celle qui avait le petit logo le plus sympa d'ailleurs. Et alors la minute je pourris iOS, c'est que iOS avec, selon l'étude en tout cas, aurait 1,6% de crash. Combien? 1,6. Alors qu'on a 1,7 avec Gingerbread et 0,7 avec j'imagine que ça fait polémique en particulier chez les technophiles Apple, les macophiles si vous voulez. Polémique, je sais pas, mais en tout cas, c'est un petit moment de baume au cœur pour ceux qui utilisent des smartphones Android. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Google va obliger les constructeurs à utiliser KitKat à partir de juillet sur tous les téléphones qui sortent à partir de juillet. Pour être sachant qu'on le retrouve déjà sur les hauts de gamme, donc comme ça, c'est pour un petit peu éviter. Voilà, ils ont changé un petit peu les conditions d'accès à l'environnement Google sur Android, c'est-à-dire le Google Play et les Google Apps. Mais pour que leur téléphone soit certifié, il y aura des dates à respecter et des versions à respecter. C'est pas plus mal pour nous. Des versions de mise à jour. Mais effectivement, c'est quand même des très bonnes nouvelles pour les utilisateurs d'Android, qui verront apparaître des mises à jour régulières. C'est tout pour l'actualité. On va passer tout de suite, non pas à la séquence starter, mais au test de la semaine. Vous allez voir, c'est une tablette qui est intéressante. Pour présenter son nouveau Tegra 4, Nvidia a trouvé un partenaire de choix, en tout cas plusieurs partenaires, mais ici c'est Gigabyte, taïwanais. Gigabyte. J'arriverai jamais non plus. Le taïwanais qui vient de sortir une tablette 7 pouces en partenariat avec Nvidia. Alors elle va sortir, elle n'est pas encore sortie, mais c'est dans les prochaines semaines que ça va arriver en France. Vous allez voir qu'elle coûte 200 € et elle en a dans le ventre. Elle en a, oui, sous le capot, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. En termes de performance, en tout cas, on a ce qu'il faut. Alors, si on veut faire le tour du propriétaire, pendant que tu la montres, donc à l'intérieur, on a ce fameux Tegra 4, j'allais dire K1, n'importe quoi, avec un écran HD, donc on a du 1280 par 800 pixels. Alors, c'est vrai qu'on peut tout de suite comparer à la Nexus 7 on est tenté, 2013. forcément. On est dans le même type de format, on est dans le même type de processeur, forcément, mais ça donne envie de comparer. Qu'est-ce qu'on a de différent? On a un stylet qui est intégré au corps de la tablette. Alors, je ne sais plus de quel côté il est là. Il est, voilà, qui est donc voilà, sur le côté, d'où son nom de Tegra Note 7. Dès que j'enlève le stylet, ça me demande d'ouvrir deux applications qui s'appellent Direct Stylus, dont une application pour alors, dessiner. On va en parler. En fait, on va
Oui, alors j'ai fait des petits essais tout à l'heure. T'es amusé? Oui, j'ai gribouillé. Et a priori, c'est pas mal ou pas ce stylet? Alors, c'est pas mal, c'est assez frustrant. On est habitué aux produits Note, notamment chez Samsung, forcément, qui a inauguré ce type de produit. Très belle intégration avec du stylet, voilà, Parce qu'ils ont un partenaire de choix, Samsung. Oui, ils ont Wacom. Ils ont Wacom. Et du coup, ils ont 512 niveaux de pression, voire 1028. Et celui-ci, non, c'est un... Non, c'est un stylet standard. Il n'a pas ce petit bouton avec des fonctionnalités connectées. Comme les petits gadgets qu'on peut récupérer de temps en temps qui vont remplacer le doigt, finalement. Il est assez simple. Alors, tu peux l'utiliser des deux côtés. Effectivement, il y a plusieurs épaisseurs qui sont utilisables, mais au niveau des fonctionnalités, on a cette application de dessin sur laquelle j'ai gribouillé scandaleusement tout à l'heure, et une application de prise de notes qui ne fait pas reconnaissance d'écriture. Conclusion, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un usage professionnel qu'on peut avoir avec ce type d'appareil. Et donc les Samsung sont beaucoup plus intéressants. C'est beaucoup plus avancé, ouais. Ouais, parce qu'on a toute la suite logicielle qui prend vraiment... où on a vraiment une utilisation du stylet. Il y a une vraie valeur ajoutée avec ce stylet. Là, il est là pour seconder. Donc, alors, pour résumer jusqu'ici, on a un écran qui a une moins bonne définition que le Nexus 7, mais on a un stylet. On a de la Full HD, effectivement, sur la Nexus 7. Côté design, allez, elle est pas top. Franchement, c'est pas mon truc. Alors, qu'est-ce qu'elle a de bien? c'est une tablette de gamer, on peut dire. Alors, elle a un format gamer. Elle est faite pour être tenue vraiment en format paysage. Si vous remarquez bien, on va avoir les haut-parleurs qui sont sur les côtés. Donc, quand on la tient comme ça, on va avoir tendance à mettre les mains dessus. Je trouve ça un petit peu bizarre en termes de design. Et si les haut-parleurs, en tout cas, on doit avoir un bon son alors. Bah, le son est pas mal, oui, effectivement. Bon, on n'a pas normalement les paumes vraiment dessus, mais tout de même, je trouve ça un peu étrange de les avoir mis là. On a un format assez épais. Forcément, là, on a pas loin d'1 centimètre, c'est pas non plus hyper fin. Et donc, la Nexus 7, forcément, à côté. Les connectiques sont ici. Oui, on a de l'HDMI d'ailleurs. C'est pas mal, ouais. On a du micro HDMI, du micro USB. Ouais, juste à côté. Ainsi que, bien sûr, le port casque. Normal, ça c'est plutôt standard. Et on a un appareil photo derrière. doit avoir un slot quelque part. Ici, il est caché sur le côté. Voilà. Et donc il y aura une version 16 Go en mémoire. 4G qui sortira après. Ouais, celle-ci elle est en Wi-Fi. On a un autre accessoire, la petite housse que tu as juste à côté qui coulisse sur le côté de la tablette. Qui n'est pas la Magic Cover, mais qui non, mais elle se plie en 3 pour faire petit support à côté. Voilà, elle est aimantée à la tablette pour qu'elle tienne bien. Mais le vrai atout de cette tablette, on peut passer tout de suite, c'est son processeur. Ah, c'est les performances totalement. C'est pas le design, parce que quand même pas exceptionnel à ce niveau-là. C'est certainement pas l'interface, puisqu'on a de l'Android, c'est du 4.4, mais stock, avec 2-3 petites applications. Ça, c'est pas plus mal, les gens apprécient. Effectivement, mais ceci dit, on aime bien aussi parfois avoir des constructeurs qui nous apportent leurs fonctionnalités perso. Et donc, c'est les performances, et effectivement, c'est bien. Est-ce qu'on peut parler du constructeur d'ailleurs? Gigabyte, c'est pas une marque connue du grand public pour les smartphones et les tablettes, même s'ils ont fait quelques smartphones. Il faut rappeler que c'est quand même un énorme ODM, c'est-à-dire quelqu'un qui construit pour d'autres marques. Mais tu as raison, parce qu'en fait, le design de la tablette, c'est Nvidia. Et en fait, tu as 4 constructeurs différents de cette tablette. Voilà, et évidemment. Nous, on a droit au Gigabyte. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Nvidia produit avec Gigabyte un référence design et qui va être après probablement copié et adapté et mis aux couleurs de différents constructeurs. Et nous, aujourd'hui, on a la version Gigabyte. Et donc, le gros atout de cette tablette, c'est le processeur du Tegra 4 qui possède 4 processeurs Cortex A15, mais surtout qui a un GPU qui fait des merveilles. Alors avec un nombre de cœurs invraisemblable. Non, c'est du Tegra 4, du coup on est peut-être à 92 cœurs. 92 cœurs, oui. Et c'est les performances qui intéressent tout le monde. Alors les benches sont là pour le confirmer et l'expérience utilisateur aussi. C'est largement au niveau du Snapdragon 800. En plus avec un écran HD et non Full HD, forcément on a des performances encore meilleures. C'est vraiment bien. Pour 200 €, effectivement, on a une tablette qui est performante, qui conviendra aux gens qui veulent jouer, même si l'écran n'est pas forcément exceptionnel. Et finalement, on peut se poser la question, en fait. On a un Nexus 7 qui est moins puissante, mais avec un plus bel écran. Équivalente, en tout cas. C'est du S600, je crois, sur le Nexus. 800 Ok. 800 Bon, je pensais que c'était S600 sur la Nexus 7. Non, la G-Pad, enfin. Oui, sur la G-Pad, alors. Oui. Effectivement. Du coup, on a quand même une tablette. Mais par contre, les performances graphiques sont supérieures au S800. Ça, on les a vus. On a justement les benchmarks qui montrent qu'on se situe au niveau d'un Note 3. Donc, le Note 3, c'est le dernier Note qui a été présenté par Samsung et qui est équipé du S800. Exactement. Et puis, on a aussi des améliorations de la part de Nvidia au niveau de l'autonomie.
Ils ont leur petit système pour désactiver certains cœurs quand on veut économiser un peu d'énergie. Oui, le cœur compagnon. Ouais. Même on peut en désactiver 2 sur 4, il me semble, pour vraiment économiser de l'énergie. C'est plutôt intéressant d'avoir ce type de configuration un peu personnalisée pour pousser un peu plus que les 6-8 heures standards d'une tablette. Alors Greg, est-ce que tu es utilisateur de tablettes? Tout à fait. J'utilise essentiellement pour dessiner d'ailleurs. Et tu utilises quoi comme tablette? J'ai une Samsung Note 8 et 10. Ok. J'en ai Tu as deux. vu les dernières Note Pro et Tab À Pro? 12, oui. D'ailleurs, j'attendais qu'il y ait ArtRage qui sorte dessus parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de logiciels pour vraiment bien dessiner et qui prennent en compte justement la pression. Il y a Sketchbook évidemment, mais on n'a pas encore du natural media, c'est-à-dire Oui, de la peinture qui se mélange. Comme tu es plus... Du coup, vu ton milieu, le stylet c'est vraiment important pour... C'est essentiel. Tu as vu cette tablette? Bah, à l'instant. Écoute, Alors, justement... si tu sors le stylet, tu vas avoir l'application qui va Est-ce que tu s'ouvrir. peux la faire disparaître? Non, en revanche, je suis un peu déçu effectivement pour le stylet. Parce que je trouve que sortir un stylet comme ça en vaut pas la peine. Quitte à vraiment avoir quelque chose, il faut qu'il y ait de la pression. Ou... Une vraie valeur ajoutée par rapport au doigt, quoi. Tout à fait. Donc avec la technologie Wacom, c'est vrai que Samsung a une longueur d'avance sur cette fonction. Mais pour 200 €, on a quand même une tablette qui a une petite valeur ajoutée par rapport à Nexus 7. Quand Elle même. est assez polyvalente. Alors effectivement, elle est adaptée pour du loisir standard, de la navigation web, machin. Et concernant Et du jeu. les capteurs photo, on est... On va éviter, hein, c'est pas exceptionnel. Il n'y c'est a pas de flash. c'est pas- comme la c'est pas Nexus terrible. 7 2013, du coup on a... on a C'est ce du type d'appareil, 5 effectivement, on n'attend pas non mégapixels plus à l'arrière. on n'attend pas des performances de folie. En plein jour, à l'extérieur, ça ira. Ce qui est un peu dommage finalement, c'est le VG à l'avant, parce que maintenant on s'attend à avoir un meilleur capteur à l'avant sur les tablettes. Bah, pour faire de la vidéoconférence, Quitte mais à aussi faire pour du faire des Skype, selfies. Selfie avec une tablette, un peu lourd, hein. Mais pourquoi pas. Alors, Bon, les alors- stylets, non? Non. Ça tremble trop, c'est pas précis, c'est dommage. Je me demande si j'aurais presque pas mieux d'utiliser mon doigt. Bon, alors, nos conclusions sur cette tablette. Bah alors la Tegra Note 7, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est assez intéressante pour ses performances. Mais le design par contre c'est pas ça du tout. Il y a du boulot, hein. Performance prix optimale, finalement. Bah si vous êtes un gamer et que vous cherchez une tablette qui envoie sur les performances graphiques, avec un prix honnête, je pense que c'est un bon choix. Effectivement, si vous cherchez juste une tablette pour faire de la navigation web et aller sur les réseaux sociaux, honnêtement, ce serait peut-être pas celle-là qu'il faudra choisir. En tout cas, Nvidia nous a sorti une tablette très intéressante face à la Nexus 7 qui était déjà Un vrai concurrent. voilà, assez offensive sur le marché des tablettes. Et du coup, c'est intéressant de voir des nouveaux acteurs arriver avec des tablettes de ce format-là, à ce prix-là. Et on a hâte de voir ce que ça va donner sur du Tegra 4.1 sur les prochains modèles. Vous n'êtes pas sans savoir que Facebook a racheté Oculus pour 2 milliards de dollars. Bon, c'est pas la première acquisition cette année de Facebook, mais c'est une acquisition qui va faire parler. Et justement, c'est pour ça que Greg est là, Greg Madison. On va parler de réalité virtuelle, mais aussi parler de réalité augmentée, réalité mixte. Et on va commencer en regardant une petite vidéo que Canon nous a fait, qui est digne des films d'Hollywood. Canon Mixed Reality is a new form of CG technology that merges the real world with the virtual one, delivering a unique, lifelike experience in every industry, every business. This is mixed reality, not just the virtual world. A highly realistic, full-scale, and interactive combination of the real world and computer-generated images. One that takes them places they will never forget. And with mixed reality, there is now a breakthrough technology that will bring your biggest ideas to life. Et justement, après avoir regardé cette courte vidéo de Canon, qu'est-ce que vous pensez de la... Je vais plus interroger Laure parce qu'elle est moins experte dans la réalité virtuelle. Attends, j'ai testé tout à l'heure.
Ces petits dinosaures, non, c'est parfait. C'est un effet extrêmement immersif et c'est vrai qu'on peut se laisser surprendre assez rapidement par ce type d'appareil. Et par rapport à l'univers que Canon nous décrit, avec de la communication, de l'industrie, etc., est-ce que tu penses que c'est vraiment la réalité? Ah, est-ce qu'on en est vraiment là actuellement? Ah, je sais pas, faut demander à Greg là. Oui, justement, Greg, on te pose la question. Cette vidéo n'est pas des dinosaures et des voitures. Hein. Alors, cette vidéo n'est pas toute jeune. Effectivement, c'est une démonstration de réalité mixte, c'est-à-dire que grâce à leur matériel, il est possible de superposer la réalité et le monde digital. Donc, on est à mi-chemin entre ce qu'on pourrait appeler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité augmentée a été un peu galvaudée, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très marketing, et on a l'impression qu'il faut absolument avoir un périphérique devant les yeux pour pouvoir accéder à ces différents niveaux d'information. Or, il se trouve que là, alors c'est sûr que c'est un peu quand même un peu énorme comme dispositif, mais on commence à avoir des choses assez intéressantes aujourd'hui, comme par exemple ça, vous l'avez testé tout à l'heure. Ouais, on va pouvoir tester même en live, on peut essayer de tester en live dans l'émission. Alors, on va faire style. Exactement, donc justement ça marche. On l'a testé tout à l'heure, tout le monde a testé, c'est très facile à installer. Hein. Tout à fait. On prend un Nexus par exemple, donc un Android. Dessus, vous allez avoir des démos qui tournent sur Unity. Vous le mettez à l'intérieur, vous fermez le casque et vous avez un casque qui vous permet donc de rentrer dans votre monde virtuel. Si en plus de ça, vous avez une manette Bluetooth, vous pouvez à l'intérieur vous déplacer. Donc aujourd'hui, on a des systèmes portatifs qui permettent. Je peux montrer en gros plan. Donc on a des petites loupes qui permettent de focaliser exactement sur l'image et faire que l'œil reçoit vraiment. Donc là, on a la moitié de l'écran. Chaque œil reçoit la moitié de l'écran. Ça, c'est vraiment artisanal, ça coûte 40 €. Ça coûte 49 €, c'est une boîte allemande. Ça a deux manettes qui sont sur les côtés. Exactement, alors c'est vraiment, comme tu le disais, artisanal. Contrairement à un Oculus Rift où généralement tu mets le casque sur les yeux et ça fonctionne, là il va falloir le régler à chaque fois très précisément pour chaque œil. Mais l'expérience, pour avoir testé Oculus la semaine dernière et aujourd'hui Dive, c'est quand même assez similaire. On est quand même sur des choses. Bon, bien sûr, le confort est meilleur sur l'Oculus, mais l'expérience est très proche. Alors, il y a des. Si tu regardes bien et que tu as le temps vraiment de tester les deux, la présence, ce qu'ils appellent la présence, est beaucoup plus remarquable sur l'Oculus parce qu'elle prend en compte d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Par exemple, où se trouve l'axe du cou pour vraiment avoir cette sensation d'être à l'intérieur. Typiquement, là, on utilise l'accéléromètre du Nexus. Je ne sais pas s'ils arrivent à adapter à chaque fois en fonction des appareils, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment des petites lacunes encore. Par exemple, il y a du lag qui est encore trop présent. Le délai qui fait qu'on tourne la tête et l'image voilà. un peu de temps. On a de la 3D, mais on n'a pas encore la sensation de présence. On n'est pas réellement à l'intérieur. C'est vrai que là, on a les Oculus qui sont en photo et effectivement, on a un niveau de détail qui... Celui-ci, ce n'est pas l'Oculus. C'est pas l'Oculus? Non, c'est encore une version, c'est un peu comme je crois que c'est le V-Raise d'ailleurs, celui-ci, okay. Où tu mets de même ton smartphone, et là ça a l'air d'être un Samsung. Ah, justement, je vais vous parler après de mon expérience sur Oculus. Le fameux Morpheus qui a été présenté au GDC il y a une semaine. Donc, alors Morpheus, Sony, c'est marrant. Sony, ils ont profité du Game Developer Conference à San Francisco pour présenter leur casque virtuel. Donc, c'est pas le premier casque qu'ils présentent, sauf que ici, il y a plein de capteurs supplémentaires. Ça fait quand même longtemps que Sony travaille là-dessus. Ils ont depuis longtemps des technologies de petits écrans. Et en fait, pour la petite histoire, vous vous rappelez, quand on avait des caméscopes, il y a un petit écran qui permettait de regarder directement dans son caméscope. Et ces petits écrans-là, ils les ont montés dans des casques avec l'idée de faire des vidéocasques, c'est-à-dire de remplacer quelque part un home cinéma. Au lieu d'avoir un grand home cinéma, un grand écran, je vais porter des écrans qui seront de moins bonne qualité mais plus proches des yeux et je vais les monter dans un casque avec un son 4.1 et donc ils ont fait comme ça plusieurs expérimentations, plusieurs versions. Ils sont capables aujourd'hui de nous présenter un casque Morpheus qui était quasiment une copie finale. Voilà, et donc du coup ils avaient des premières versions qu'on appelait les HMZ voilà. 1 et HMZ. Au-delà de ça, justement, ils avaient déjà des périphériques de près, des visiocasques qui permettaient de voir déjà de la vidéo. Depuis vraiment quelques temps, et donc le projet Morpheus, c'est juste l'ajout de fonctionnalités qui permettent de traquer la tête, accéléromètre, etc. Avec du tracking grâce à la caméra. Là, on voit et l'intégration dans des jeux vidéo. Qu'ils ont ajouté l'utilisation des contrôles PlayMove.
qu'on avait sur PlayStation. D'ailleurs, les personnes qui ont eu la chance de tester les deux disent que un des avantages finalement du Morpheus vis-à-vis du DK2, donc de l'Oculus 2, c'est qu'il y a un champ d'action qui est un peu plus grand parce que la caméra permet d'avoir justement une sorte de vision un peu plus grande parce qu'aujourd'hui, concrètement, le DK2 a plus été fait pour une expérience assis. Oui, parce que l'Oculus, on a besoin d'une manette dans les mains, une manette qui ressemble à celle de la Xbox même, exactement celle de la Xbox. Ils utilisent celle de Microsoft qui est utilisée dans le PC aussi, qui est une référence. Et effectivement, Oculus, alors les gens vont se poser la question, est-ce que Mark Zuckerberg, pour toi justement, je pose la question, est-il fou? Est-ce que cette acquisition de Oculus est-ce qu'il avait trop bu quand il a acheté Oculus? Il a dépensé 2 milliards pour acheter Oculus. Non, parce qu'il venait de faire ses courses chez WhatsApp. Oui, c'est ça. Bah, honnêtement, c'était la petite monnaie qui lui restait à côté. Je pense. Il a dépensé 19 milliards de dollars au total, tout frais compris pour WhatsApp. Et là, il vient de dépenser 2 milliards pour Oculus Rift. Je pense qu'il a tout à fait raison, ce garçon. C'est totalement dans son... On sait qu'il y a un désamour de la technologie de Facebook pour beaucoup de gens, surtout pour les jeunes d'ailleurs, qui sont en train de déserter, d'aller... on appelait ça les power users. Oui, enfin, on les retrouve sur les Twitter, sur les WhatsApp et compagnie. Donc, il n'est pas fou, hein, les Snapchat aussi. Donc, il est en train de préparer l'avenir, obligatoirement. On sait que c'est une nouvelle plateforme qui va forcément faire en sorte que les gens vont venir dessus. Il a même dû se justifier sur Facebook de cet achat. Alors. Et c'est pas le seul. Palmer et toute l'équipe, Carmack, ils ont dû tout s'y passer. On se rappelle des expérimentations, des choses qui avaient eu leur petit succès, des Second Life, etc., où il y avait des communautés virtuelles. Mais Second Life n'est pas mort. Hein. Les gens pensent souvent que c'est fini, mais non, il y a des aficionados qui sont là et qui font vraiment vivre les communautés. Il y a des blogs encore, c'est vraiment très présent. Et justement, il y a une news il y a eu quelques semaines où l'un des fondateurs avait dit qu'ils allaient commencer à penser à faire une nouvelle interface vraiment spécialement pour l'Oculus 2. Et il se trouve que déjà dans leur mind, quand ils ont commencé à créer ce projet, ils attendaient à avoir un périphérique comme celui-ci pour pouvoir naviguer. Donc là, aujourd'hui, on a un fantasme des années 80-90 qui s'est réalisé et on a enfin donc les technologies qui permettent de le faire. Donc oui, tout le monde va se mettre dans la brèche. Parce que là, on a vu tout à l'heure Canon qui présente un masque qui est plutôt adapté à l'industrie, au marché B2B. Oculus, de son côté, a fait du coup une campagne chez Kickstarter et je crois que les personnes ont déjà été livrées. Tout à fait, le DK1. Voilà. Et eux ont orienté leur positionné autour du gaming. Et Sony, pareil, positionné autour du gaming. Et finalement, ce que nous est en train de nous dessiner Mark Zuckerberg, c'est quelque chose pour la communication. Pas seulement. Il se trouve que déjà, Palmer et toutes les personnes qui se sont greffées autour du projet ont dans l'esprit ce fameux métaverse qui est ces mondes parallèles où on va pouvoir aller se promener, ainsi de suite. Et donc, quelque chose qui est très prégnant dans cette vision, c'est que on va aller au-delà du jeu. On va être dans la réalité, justement, ces fameuses réalités mixtes. C'est pour ça que la vision de Canon... Donc à la fois dans l'entertainment, dans le divertissement et finalement tout notre univers va se retrouver dans ce... la super démo qu'ils ont fait Sony, c'est celle où justement tu te retrouves dans un salon en train de jouer avec une personne qui se trouve juste à côté. Ah oui, mais Oculus l'a fait aussi justement. Alors moi je peux l'expliquer parce que j'étais la semaine dernière chez Nvidia et justement la photo qu'on voit derrière, en fait ils nous mettent dans un fauteuil, ils nous mettent l'Oculus sur les oreilles, enfin sur la tête, et ils nous mettent une manette de Xbox dans les mains. On se connecte et un casque sur les oreilles. Donc on est vraiment immergé dans un monde visuellement et au niveau du son aussi. Et on se retrouve, finalement, on est à la place du monsieur qui est sur le fauteuil là. Quand je me baisse, je vois ma manette qui est effectivement ma vraie manette. Et on va contrôler un petit bonhomme qui se balade dans le salon. Donc quand je tourne ma tête, je peux suivre le bonhomme et moi je peux le contrôler avec ma manette. Et en face de moi, j'ai un autre personnage qui est un autre petit bonhomme qui est en fait la personne qui est juste à côté de moi et on va pouvoir se combattre avec nos petits bonhommes. Et c'est là où l'exemple il est génial, c'est parce qu'il montre justement le lien avec le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est les World of Warcraft, enfin les WoW? C'est tout simplement un réseau social, quelque part. Mais tout simplement, oui, où on se retrouve, où on fait des tâches ensemble. Là, et qui sont en plus construits à la base, c'est-à-dire il y a des guildes, etc. C'est déjà organisé mais en carrément. Et donc finalement, là il est en train de créer, il y a un outil qui permet de fédérer un peu tous ces mondes, et ce qui est génial dans cette démo, c'est qu'on prend vraiment la mesure, c'est qu'on va se retrouver finalement chez soi,
un intérieur 3D où on va pouvoir inviter des amis à venir chez soi, comme s'ils étaient ce qui m'a fait marrer, assis que dans son salon. La personne est chauve dans le jeu vidéo, et Oui. justement, la personne qui est assise à côté de moi était chauve, et je me suis dit, est-ce que ça va jusqu'à reproduire le visage? En fait, ça verrait que non, et c'était un hasard, mais... Non, mais ça tu m'a vois, fait justement, si on fédérait les identités Facebook, alors on crie oh là là, hein, on pourrait très bien avoir les avatars qui suivent. Donc dans ce cas-là, si je me connecte effectivement en tant que moi, eh bien je vais avoir mon personnage qui sera transféré dans ça ma sera partie. plus simple parce que ça évitera à tous les éditeurs de jeux vidéo de voir toute cette première étape où on personnalise son personnage. Et souvent, L'idée, c'est quand même de se créer un avatar qui est un petit peu plus glamour que ce qu'on a en réalité. Eh ben, écoute, Genre se rajouter des je choses, par pense exemple, que ça pour tout le sera monde, l'inverse. Parce que si tout le monde essaye de se faire beau, ça va être super lisse. Je pense qu'on va Alors, vraiment c'est avoir des gens particulièrement affreux, mais ou difformes. réellement, Oui, Effectivement, très sur, spécifique. sur Second Life, on a tous les profils, mais on n'arrive absolument pas à croire que les gens ressemblent vraiment à ça derrière. Tout à fait. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on avait aujourd'hui le jeu multijoueur dans le salon, qui est très marrant entre potes. On avait le jeu en ligne, qui est très marrant, mais malheureusement, on n'a pas ce contact avec les personnes, mis à part le micro, quand on a une guilde où on peut communiquer directement avec les personnes, ou les chats dans le jeu. Mais là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire on va pouvoir simuler ces soirées de potes, mais à distance, c'est ça? Oui, bah, en Ça, fait, c'est pour le gaming. mais même à la limite, imagine que tu peux faire une soirée de jeux de société où vous pourriez être tous réunis autour d'une table. Enfin, toi, tu serais tout seul dans ton appart, tous tes potes seraient à distance. Tu pourrais même jouer avec ta grand-mère qui se trouve de l'autre côté du monde. Il y aura un petit problème de créneau horaire, mais ça serait possible donc de fusionner ces espaces. En quelque sorte, ça serait un espace de fusion et de téléportation où tous les gens pourraient être ensemble. C'est ce que j'allais dire, c'est génial. On a réinventé la téléportation, mais ça ressemblait pas à ce qu'on avait imaginé. Non, bah, c'est d'ailleurs comme l'hologramme. On prévoyait qu'en 2000 et quelques, pour je ne sais plus quel jeu olympique, on pourrait avoir des matchs qui seraient retransmis de façon holographique. Grâce à ce casque, les gens qui seraient dans ce stade, ils verraient les joueurs jouer. On pourrait clairement les mettre au milieu du terrain. Mais oui, mais pas au travers d'hologrammes comme on aurait pu le penser, comme dans Retour vers le futur. Non, c'est tout simplement au travers d'une superposition digitale que l'on va mettre directement sur la rétine. Alors cette réalité augmentée, cette réalité mixte, c'est un vieux fantasme quand même, il faut le rappeler. C'est très vieux, On l'a dans beaucoup de films notamment. Il y a par exemple dans Minority Report, oui. À un moment, les gens sont en plein divertissement et chacun est connecté à travers des casques. etc. Dans les œuvres de Philippe Cadic, dont est tiré ce film, effectivement, ça revient très souvent. Voilà, il y a un film Existence aussi. Judge Dredd, oui aussi d'ailleurs. Bon, une vidéo que tu m'as demandé de mettre, qui est justement, je vais l'avancer. Voilà. Oui, c'est un gars qui teste C'est un gars qui explique, des vacances virtuelles en quelque voilà. sorte. Et du coup là, il est en train d'expliquer que voilà, différentes séquences de vacances. C'est très marrant à regarder. Bon, c'est pas hyper bien réalisé, c'est un blogueur qui a fait ça, c'est un youtubeur. Tout à fait. Mais ça présage quand même des nouveaux usages. À la place d'un chat, etc. Exact. On l'a vu au salon des robots, justement, ces fameux robots de téléprésence qui pouvaient se déplacer. On peut très bien imaginer que demain, ces robots de téléprésence aient des caméras 360 et que vous puissiez l'envoyer à votre place. Et du coup, vous pourriez voir tout autour de vous comme si vous y étiez réellement. Tu sais, c'est déjà le cas à le web. On avait une personne qui se déplaçait avec un robot comme ça dans le web, qui était une personne handicapée, qui pouvait pas aller sur le salon, qui était à San Francisco justement, à Silicon Valley. Et il était en train de se balader dans le web, le salon de Loïc Lemer. Mais aujourd'hui, il venait parler aux gens. C'est un coût. Demain, grâce justement à l'investissement de Facebook, on va certainement arriver à un prix extrêmement décent. Aujourd'hui, alors d'après les rumeurs, on devrait... avec de la pub, et donc on aura de la pub qui pop-up partout dans notre environnement virtuel. Alors ça tombe bien d'aborder ce sujet, justement. C'est pas déjà le cas, hein, déjà dans la vraie vie. Oui, exactement. Mais c'est surtout qu'il faut bien comprendre que c'est les développeurs qui font le choix de mettre de la publicité dans les applications, c'est pas Facebook, vous voyez. Donc quand on a des applications freemium et ainsi de suite, on sait qu'on va se manger de la pub derrière, c'est leur modèle économique. Il faut être prêt à payer pour pas en avoir. Voilà, exactement. Et je pense que demain, au travers de l'Oculus, ce sera exactement la même chose. Vous aurez les jeux que vous aurez payés, et au-delà de ça, vous aurez des choses freemium, des services, des super pouvoirs que vous aurez grâce à ces réalités mixtes, mais il faudra en payer le prix en quelque sorte, mais ce n'est pas Facebook qui va donner des guidelines. La vision partagée par Facebook était intéressante parce qu'il y avait le côté business, que
Canon présentait, c'est-à-dire que ça va aider toute l'industrie, par exemple pour fabriquer des voitures. Il y a plein d'industries qui sont vraiment très proches et qui ont besoin de cette réalité augmentée. Ils l'utilisent déjà. Et qui utilisent aujourd'hui plutôt de l'information contextuelle, type Google Glass, c'est-à-dire j'ai dans le coin de mon œil les informations utiles pour démonter mon moteur ou opérer mon patient pour les chirurgiens. La santé. Tout à fait. C'est généralement du monitoring. C'est une sorte de monitoring, c'est-à-dire que vous avez les informations contextuelle. C'est le premier niveau de la réalité augmentée, finalement. C'est vrai que c'est plus sexy de dire qu'elle va servir J'ai un peu du mal avec l'expression à la recherche contre le cancer que pour fabriquer des voitures. Qu'on va rigoler ou qu'on va faire des jeux à la maison, forcément. Et encore pire pour tout ce qui est industriel. Mais même pour le géogaming, c'est extraordinaire, hein, pour faire des courses-poursuites dans une grande ville où chacun est connecté. Imaginez Ingress directement avec les lunettes. Ils vont nous vendre du tourisme connecté. Oui. Ah mais tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pensez du coup Qu'est-ce que vous pensez de la déconnexion qui arrivera chez ces personnes-là? La déconnexion le fait que certaines personnes vont vouloir vivre en permanence dans un monde virtuel. Mais c'est typiquement le débat du jeu vidéo qui existe depuis que le jeu vidéo existe d'ailleurs. On a des gens qui passent beaucoup trop de temps dessus. Le côté fascination, le côté diabolisation du jeu vidéo qui fait qu'on parle toujours de ces Coréens qui sont morts devant leur PC parce qu'ils ont joué à LoL pendant 3 jours sans manger. À vous aussi. Ou à ce genre de choses. Et c'est très exactement le type de débat qui va ressurgir avec ce genre de casque qui pousse encore plus loin l'immersion et donc la possibilité d'être accro éventuellement. En tout cas, c'est ce que les études les plus alarmistes révèlent très régulièrement. Alors, je suis assez d'accord et justement, vu qu'on le sait, il faudrait avoir des designers d'interaction qui soient là pour créer l'écosystème que moi j'appelle l'écosystème qui est la duplication de notre monde justement. C'est toujours une histoire d'interface. Hein. Pour créer, mais bien sûr, pour créer des règles. Et il se trouve que quand tu disais est-ce qu'on va pas s'éloigner et tout ça, non. Si aujourd'hui on fusionnait les mondes, c'est-à-dire que le LOL ou le WoW se surimprimait sur le monde réel, eh bien on n'aurait plus ce problème. Les gens seraient effectivement dans des réalités différentes, mais ils seraient ensemble. Pokémon, si on veut transformer par exemple sa ville qui est Montrouge en Bourg-Palette, ça serait possible. Mais bien sûr. Et du coup ça permettrait d'interagir encore avec la réalité, parce que quand tu rentres chez toi, tu rentres dans ton vrai appart. Un Pokémon alors qu'on a essayé d'attraper une grand-mère dans la vraie vie. Oui, bah alors après, on peut pas tout résoudre, hein. On peut pas tout résoudre. Mais grosso modo, oui. Tu le saurais, les gens auraient des casques. Qui iront jusque-là. Évidemment. C'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà des jeux de réalité augmenté comme Ingress, etc. ou voilà, plein d'autres jeux comme ça. Aujourd'hui, voilà, c'était qui match. C'était le discours qu'on avait au début de ce débat-là. C'est la différence entre réalité augmentée, réalité mixte. C'est qu'aujourd'hui, tous ces termes se confondent un peu. Et on verra apparaître la réalité mixte, c'est-à-dire la superposition de la réalité virtuelle sur la vraie réalité. La vraie réalité, si on peut le dire comme ça, et non pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité augmentée, c'est-à-dire notre perception qui est altérée par des moyens optiques ou digitaux. Moi j'ai une question à poser à tout le monde et ensuite une dernière question posée à Greg pour conclure ce débat. Est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle est the next big thing après le mobile ? C'est des questions que certains se posent. Certains se disent c'est l'internet des objets connectés, etc. Il y a d'autres sujets. Hein. Mais aujourd'hui, depuis le rachat de Facebook, on est en train de se dire est-ce que la réalité augmentée, c'est là où l'industrie doit investir un max aujourd'hui pour que demain, il soit là. Je vais commencer par peut-être Baptiste. Est-ce que tu penses que c'est the next big thing ? Je vais être un petit peu plus long qu'une réponse Allez, courte. 3 phrases. Je pense pas, parce que je pense que la technologie a encore beaucoup de chemin, notamment par exemple pour superposer de la réalité, des objets virtuels à la réalité. Non mais est-ce qu'on est face à de la 3D qu'on a pu voir sur les télés? On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus gros. Hein. Oui mais justement il va y avoir beaucoup plus de travail en termes de technologie, il va falloir aller beaucoup plus loin et on n'est pas encore prêt avant je pense 5-10 ans. Parce qu'il y a des problématiques. On n'est pas face à un gadget. Il y a des problématiques de focus de l'œil, etc. qui sont des vraies difficultés et des vrais. Oui, mais là tu me parles de difficultés techniques, mais en termes d'adoption. Est-ce que tu penses qu'on est face? Parce que les gens sont frustrés. La 3D sur les télévisions, ils ont été forcés de l'acheter parce que c'était sur toutes les télés et personne l'utilise. Est-ce que ça va être la même chose? Je pense que la technologie fait aujourd'hui un frein à l'adoption de cet usage-là.
Et donc j'y crois pas pour les 5-10 prochaines années. Alors, est-ce que tu te vois venir rester chez toi et travailler à distance dans les bureaux d'humanoïdes Mais absolument pas. virtuels? Sur Absolument pas, parce que Je te comment jure je qu'on fais va pour te transformer filer les dessus avec des 90 mètres carrés en 1000 mètres carrés et tu auras même des salles pour te détendre, etc. qu'on n'a pas aujourd'hui. Non, je suis un peu trop terre à terre. Par contre, en termes de marché, j'ai l'impression que tout le monde est en train de tâtonner, de se dire j'investis un peu partout, je place mes pions, je joue un peu au Monopoly et je mets mes maisons un peu partout, en se disant je vais voir où ça me mène et en essayant d'être positionné sur tous les marchés au cas où. Mais tu crois quand même? Un Un jour, petit s'il peu. tombe sur Mais ma case, effectivement, je il rejoins Baptiste, on n'est pas encore là. On est encore Le frein au début. technologique. On a encore quelques années devant nous avant que ce soit des produits adoptables en masse, accessibles à tous et utilisables au quotidien. C'est une belle transition, Greg. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu penses que c'est the next big thing? Et la dernière question, c'est quand est-ce qu'on peut acheter ce genre de casque, comme l'Oculus ou le projet Morpheus de Sony, à un prix intéressant avec un vrai usage derrière? Enfin, un vrai usage. Un début d'usage. Alors déjà, on va raisonner en termes de marché. Vous aviez raison de dire on nous a forcé la 3D, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de manière économique, on sait que... C'est un échec la 3D. Oui, mais les sociétés, elles ont besoin à chaque fois, les sociétés de production de matériel ont besoin de sortir des nouveaux produits. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, leur facteur d'innovation, c'est incrémental et on va se trouver avec du 4K, puis du 8K, mais il y a un ratio au-delà duquel l'œil humain ne peut plus percevoir les pixels. Donc une fois qu'ils auront atteint ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'à 4K, on y est déjà presque. Oui, mais on ne va pas aller au-delà. Donc il va falloir investir dans le matériel plus petit. Et c'est pour ça que du coup, on va aller vers des choses que l'on va superposer. Vous imaginez quand même que si on peut superposer ce genre de device directement sur les yeux, tous les écrans deviennent obsolètes. Ils ne servent plus à rien. Je pourrais juste, avec mon casque sur les yeux, avoir autant d'écrans d'ordinateur devant moi. Ça serait même d'ailleurs, on raisonnerait même plus. Ouais, mais on perd quand même l'usage agréable d'être dans le canapé, entre amis ou en couple. Rien t'empêche d'être avec tes amis. Et avec son écran devant soi. Mais là, on est un peu dans la solitude. Mais non, parce que chacun verrait la même chose et tu pourrais partager. Ou même à l'inverse. On pourrait toujours simuler une télévision et toi tu regardes ton émission et la personne à côté regarde l'émission qu'elle souhaite. Au moins vous êtes ensemble. Exactement, on le fait déjà. On peut pas abandonner 50 ans de bataille pour la télécommande, c'est pas possible. Les gens disent on aime bien passer du temps avec nos familles, nos amis, c'est sympa, mais il y a des moments aussi où on aime bien avoir des activités. Sachant qu'on va pouvoir le refaire grâce à ça aussi, mais de manière différente. C'est un produit qui va permettre de reconnecter les gens aussi, si on l'utilise bien. Est-ce que dans le futur on parlera aux gens dans le métro? On le fait déjà pas. Non, on parle à personne. Alors que bizarrement, on peut chatter avec des gens juste à côté. Qu'en sortir quoi. Et que je sorte pas virtuellement. Donc maintenant pour la question technologique, oui, donc on y va, on est obligé d'aller vers ça. Pour moi c'est une évidence parce que en plus Facebook a lancé un signal fort. Je pense que c'était des projets R&D chez Microsoft, Sony et compagnie, et là maintenant c'est devenu des top priorités parce que ils peuvent pas laisser Facebook prendre une longueur d'avance. C'est le premier qui commercialise. C'est ça un peu l'objectif. Ça va être la course. Oui, bien sûr. Mais avant ils avaient ça dans des cartons et aujourd'hui je pense que ça sera qui le premier du coup? Un vrai produit Oculus, c'est sûr. Oculus. C'est sûr. Ils ont déjà une version qui est quasiment prête. Justement, ils disaient qu'ils avaient la version qu'ils avaient souhaitée sur le papier. Il en manquait la structure. Et que grâce à cet investissement, maintenant, ils risquent de sortir le produit de leurs rêves. Et si on écoute les rêves de ces créateurs, on sait qu'il va y avoir des caméras certainement en plus pour pouvoir justement accéder à des réalités mixtes. Donc ça y est, là, on est en train de passer dans des choses qui sont beaucoup plus sexy. Je pense que juste le jeu tout seul. Et à la question, quand est-ce que ça va sortir? Ça, c'est une grande énigme. On peut parler quoi, 2-3 ans? Non, bien avant. Bien avant. Le DK, la consumer version déjà accessible. Devait normalement sortir, on pense $350 vers décembre. Toi, tu parles du DK2 qui est accessible effectivement en précommande et on pourra l'avoir à partir du mois de juillet. On peut tabler certainement sur une sortie pour les fêtes de Noël. Ça serait pas trop bête, version commerciale, mais là c'est pure hypothèse. Hein. Mais je pense qu'on ne doit pas attendre plus d'un an et demi. Ça serait de l'hérésie. Bon, pour conclure, si vous êtes curieux, moi je vous encourage à investir dans cet accessoire qui coûte 40 €, qui s'appelle Dive. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version open source où on peut l'imprimer soi-même. L'imprimer soi-même. Ouais, mais je pense que les gens ils investissent dans une imprimante. Si on dispose d'une imprimante. Pour 40 $, vous avez ça. Il y a des applications qui sont très, très intéressantes déjà. Pas énormément. Il y a une quarantaine d'applications. C'est surtout essentiellement des démos. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les développeurs n'essaient pas de faire des portages parce que généralement c'est de l'Unity. Ah oui. Ça va arriver là maintenant.
Il faut l'espérer, il faut croiser les doigts. 40 €, c'est une première expérience qui est intéressante et qui est quand même assez proche d'Oculus quand même. Ça donne une bonne idée. Je pourrais pas dire, pour avoir testé les deux, je peux pas dire que c'est semblable. Mais non, si vous l'avez jamais testé l'Oculus, courez là-dessus. Oui, c'est déjà très impressionnant. Parce qu'on peut déjà avoir la sensation de chute dans le vide, des choses comme ça, pratiquement avec ce genre d'appareil. Et vous avez compris, donc on reparlera de réalité virtuelle par le passé. Retour vers le passé. Retour vers le passé. Donc on parlera dans l'avenir, dans Androtech, c'est sûr, c'est un sujet qui va être au cœur de pas mal de problématiques et Android sera sûrement dans le parage. Oui, je pense que Google a des pions à jouer aussi dessus, rien qu'avec le wearable justement pour pouvoir avoir des interactions dans le monde physique. C'est obligé, il va y avoir une convergence très vite. Et donc c'est pour très bientôt et c'est surtout pour l'avenir, dans les prochaines années, dizaines d'années, ça va sûrement être une technologie qui va complètement changer nos vies. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. On passe tout de suite aux applications de la semaine. Comme chaque semaine, j'ai demandé à toute l'équipe de préparer une application coup de cœur et je vais commencer par Greg. Justement, qu'est-ce que tu nous as déniché pour ta première présence sur Androtech? J'espère pas la dernière. Artflow. Artflow qui est un super logiciel pour pouvoir faire du dessin. Alors c'est marrant parce que ça va bien avec ton métier et ça va bien avec la tablette qu'on a présentée juste avant. Tout à fait, donc du coup je sais de quoi je parle par rapport au stylet. D'ailleurs cette application gère super bien le stylet avec le SDK S Pen comme tu me le faisais remarquer tout à l'heure. Ça permet donc d'avoir vraiment du dessin très fin. En plus il y a une gestion des calques qui est assez exceptionnelle, ce qui est qu'on voit peu sur des applications de dessin, des options de fusion un peu comme sur Photoshop. D'ailleurs, je dirais que c'est à mi-chemin entre Sketchbook et Photoshop. Sketchbook, c'est quel éditeur derrière Sketchbook, c'est AutoCAD. AutoCAD. Et donc, il y a Photoshop Touch qui est une des grosses alternatives aussi. Voilà, donc pour la gestion des calques, ça serait Photoshop. Pour la gestion des outils, ça serait Sketchbook. Alors, est-ce qu'on va vraiment avoir l'impression de dessiner avec des vrais pinceaux ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, des applications comme ArtRage, où justement tu vas avoir du natural media, où tu vas pouvoir mélanger tes peintures, tes aquarelles et tout ça, là clairement on n'en est pas encore là. On peut à la limite utiliser un outil qui s'appelle l'outil doigt et qui te permet de mélanger directement sur le dessin, de les fusionner un peu. Mais tu n'as pas vraiment ce ressenti que tu aurais directement avec de la vraie gouache. Donc là, il faudra attendre ArtRage. Ouais, dur à dire. Hein. Et là, on n'a pas trop de dispo, on sait que c'est bientôt. Ça fait 1 an et demi que sur les forums... fait du teasing. Oui, ils devaient normalement le sortir sur leur fameuse tablette 12 pouces. La Note Pro. Exactement. Ah, et alors, il y a des images qui ont leaké de la page de l'application, mais elle a été effacée directement et ils ont démenti comme quoi justement c'était livré directement avec cette... Est-ce que Artflow peut intéresser le grand public? Oui. Peut-être les petits dessinateurs. Oui. Enfin, les gens qui font du dessin. Non, mais regarde pas moi, jamais. Tu sais, il n'y a personne. Elle n'est pas très chère, je crois que vous avez déjà la version gratuite. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez la tester, donc il n'y a pas de possibilité de vous tromper. Et par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement débloquer les premiums, c'est-à-dire plus de calques, plus d'outils, et ainsi de suite. Okay. Et vous pouvez déjà avoir une très bonne idée. Donc c'est Artflow et il y a une version gratuite pour tester. Oui. On va passer à l'application de Laure. L'application de Laure, c'est Globlins. Bah oui, parce que comme je dessine très mal, je suis plutôt partie sur un jeu. Alors Globlins, c'est pas facile à dire, c'est Cartoon Network qui fait ça. On leur doit notamment les jeux Adventure Time, qui sont dispo et qui sont payants. Là, c'est gratuit. Alors je préviens, il y a de l'achat in-app. On n'est pas obligé, en fait, on achète de la monnaie virtuelle pour avoir des petites améliorations. Et le principe, alors on voit derrière toi, ce sont des petites bestioles, pas du tout des gobelins donc. Qui dans un puzzle game doivent être explosés, donc en cliquant dessus on les explose. Par effet de ricochet, on fait éclater les petites bestioles d'à côté, et donc le but est évidemment de vider la grille en le moins de coups possible. C'est marrant comme jeu. C'est pas super intellectuel, mais c'est très sympa et c'est divertissant. C'est sympa, j'aime bien. On va passer à Baptiste et j'imagine que tu nous as préparé une application de travail. Bien sûr que non. Jusqu'ici, dans Androtech, j'ai fait que des jeux, donc je continue avec les jeux. Est-ce que l'un de vous a déjà fait un peu de Dungeons and Dragons? Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu, bah voilà. Fallait tester quoi, c'est une référence. Et il y a aussi une catégorie de jeux méconnue du grand public, mais qu'on appelle les roguelike. L'idée, ça va être de parcourir un souterrain
piégé évidemment de multiples créatures, de plaques qui vous fout le feu, etc. T'en perds tes mots tellement c'est difficile. Ils sont pas gentils ces plaques. Et donc du coup voilà, c'est des souterrains vraiment menaçants qu'il va falloir explorer à la recherche de clés, passer au niveau inférieur, etc. Les roguelikes, c'est quand même des jeux un petit peu spéciaux. Il faut être prêt à perdre et à mourir des dizaines, des centaines de fois parce qu'on va à chaque fois tomber dans une pièce remplie d'ennemis qui vont vous massacrer en 3 quarts de sur cours. les jeux indépendants sur PC ou qui sont de plus en plus durs et ça te plaît de plus en plus à personne parce que c'était devenu tellement facile les jeux que... Voilà, et c'est addictif parce qu'il faut à chaque fois on veut battre la partie précédente et aller plus loin dans le jeu. Je parlais de Dungeons and Dragons. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire c'est au tour par tour et donc on attaque, les bestioles ripostent, etc. C'est marrant. Donc tous ceux qui veulent tester mon jeu, ça s'appelle Pixel Dungeons. C'est gratuit, pas de pub. C'est actuellement en bêta et je vous conseille d'aller regarder le wiki. Le développeur est ruiné. Je vous conseille d'aller regarder le wiki sur internet parce que ça donne pas mal d'aide et ça permet de progresser. Ça permet d'éviter de rager. Voilà. Et ton appli, c'est un jeu. Ah bah non, c'est pas sérieux là. Non mais allez, 3 jeux. J'ai passé plus de 12 heures dans l'avion et j'ai dû, pour aller à San Francisco, charger de jeux. Et entre autres, Clark qu'on a présenté sur Frandroid la semaine dernière. Et c'est un petit jeu très marrant. Et je me suis dit, il est vraiment pas mal. Il faut qu'on le représente. Il a surtout un design hyper intéressant. C'est un petit jeu d'aventure. Hein. En gros, on contrôle un petit robot. Les contrôles sont pas évidents à prendre en main. J'avais fait tester par Greg tout à l'heure. T'as des touches directionnelles tactiles, enfin virtuelles. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui se joue vraiment à deux mains. C'est pas le genre de jeu que tu vas jouer dans le métro. Hein. Non, voilà, mode paysage, faut avoir les deux mains libres et c'est plus difficile en marchant. mais c'est parfait pour le métro moi j'ai passé, je trouvais ça sympa. C'est gratuit ? C'est gratuit, mais il y a une version payante, il y a une version de démo en fait. Ok, donc c'est t'as la version light. Free to try en fait. Ouais, c'est du free to try. On a les premiers niveaux. Donc tu télécharges le jeu, tu reçois le CD par la poste. Et après, sur Windows 95, c'est pas mal. Tu vois le plat qui est vieille école. Voilà, c'était tout pour mon jeu et c'est la fin de l'émission. C'était une émission très intéressante. Je vais commencer. Auto-décrétée intéressante. Non, elle était très intéressante et du coup je vais commencer par remercier notre invité Greg Madison et je vais peut-être te demander de nous réexpliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que j'ai regardé ton CV et il est impressionnant quoi. Déjà quand j'ai vu que tu étais magicien, mais bon, pas vraiment, tu as fait de la vraie magie mais tu as aussi fait de la magie. J'ai une carrière de magicien avant d'être designer d'interaction, mais alors designer d'interaction ça va ? Designer d'interaction, ça va. Ok. Et donc c'est IHM, je crois, oui, c'était ça. On en parlait en introduction. Écoute, le mieux c'est d'aller voir un projet que j'ai fait, que j'avais présenté à un concours pour Microsoft en 2007 qui s'appelle... T'avais gagné. Le 7e sens. J'étais finaliste. Je suis parti en Égypte pour défendre la finale. Et c'était en quelque sorte des Google Glass croisés avec une Kinect. En gros, en 2007. Et Microsoft t'a pas recruté ? Non. Microsoft avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Oui. Ouais. Et le 7e sens. Et tu nous fais un petit tour de magie ? Tout de suite là ? Tu le coupes en deux. Non, promis la prochaine fois. On va passer aussi à l'équipe habituelle, à commencer par Laure. Ouais, moi je vais disparaître comme ça. Mon meilleur tour de magie. Et bon, la semaine prochaine, a priori, on va tester le Nokia X. Je pense qu'on teste sauf si on reçoit entre-temps un téléphone coréen. On sait pas. Ou japonais peut-être. Oui, ou japonais. Et on attend 2 téléphones coréens et japonais, on vous dit pas lesquels c'est. Baptiste, la semaine prochaine je serai là la semaine prochaine. Si avec une petite séquence start-up et le retour de Pod et Edouard. Bien sûr. En parlant d'Edouard, justement, on a Edouard Marquis en régie, notre producteur. Le chef de la chaîne Tech.tv, et juste à côté, Olivier Rousseau, le super réalisateur de l'émission Androtech. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 18 d'Androtech. N'hésitez pas à partager vos retours avec le hashtag Androtech sur tous les réseaux sociaux. On a vraiment envie d'avoir vos retours pour améliorer l'émission, donc n'hésitez pas à être critique et gentil. Surtout gentil quand même. Je précise quand même.
Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux sociaux aussi, à vos amis, à votre famille. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 18. À bientôt. À bientôt.